Ce type farme des ogres immortels pour des points. Un monstre qui, peu importe combien de fois vous le tuez, ressuscitera le lendemain. Plus fort et plus rapide. Grâce à sa compétence, la décapitation, il les abat d'un coup net et traite la chasse comme un entraînement. Avec les points qu'il gagne, il bénit un arbre desséché pour en faire un pommier. Empereur, et ses pommes se vendent une fortune. Mais il n'a pas toujours été aussi fort. Pour mieux comprendre l'histoire, revenons au tout début. La Terre se mourait et avait perdu toute la vitalité qu'elle pouvait offrir, puis un certain être a révélé ce dont la Terre avait besoin. L'être absolu a conseillé d'envoyer des gens dans un autre monde et avec cela, les missionnés, qui sont maintenant considérés comme des héros, ont quitté la Terre pour d'autres mondes. Depuis les autres mondes, les missionnés peuvent rapporter de nouvelles choses essentielles à la survie de l'humanité. Notre héros, Chansu, a un sale boulot de jardinier, mais il souhaite aussi devenir un missionné. Après sa journée de travail, il se rend au centre de réunion des missionnés, où une foule de gens essaie d'obtenir des informations sur leurs proches. Il parvient à se frayer un chemin parmi tous les autres, pour atteindre la réceptionniste. La réceptionniste consulte son registre et se rend compte que Chansu n'a pas assez pour payer l'enquête qu'il demande. Elle lui dit de revenir quand il aura enfin l'argent nécessaire. Chansu supplie l'homme de lui donner au moins quelques nouvelles, mais il est poussé par le client suivant. Chansu n'a d'autre choix que de s'éloigner, et il rentre chez lui d'un pas décidé. Apparemment, quand il était petit, son père était un vétéran de haut rang aussi connu comme un attorney. Ils étaient toujours ensemble, mais quand l'état de la Terre s'est aggravé, il a été de nouveau envoyé en mission. Et depuis, il n'a plus jamais revu son père. Après une longue attente, sa mère est également partie, à la recherche de son mari, mais au final, Chansu s'est retrouvé tout seul. Il a tellement grandi que les souvenirs qu'il a d'eux ont commencé à s'estomper. Il ne peut même plus se représenter clairement leur visage. Soudain, une vive lumière dorée frappe l'extérieur de son appartement, laissant une onde de choc, qui l'envoie valser contre le mur. Il perd connaissance, et quand il se réveille, des heures se sont écoulées. Une alerte d'urgence apparaît sur son téléphone, l'avertissant des turbulences et du flash causé par la rentrée d'un revenant. Pour aggraver la situation, un revenant de rang S annonce sa retraite, choquant tout le monde. Le type de rang S explique comment il n'a pas réussi à protéger les missionnés qui l'accompagnaient. Il n'a pas non plus pu protéger son dieu. Et à la fin, il est revenu seul, en échec. Le type dit qu'il ne peut plus partir en mission car il a perdu la capacité et la qualification pour le faire. Apparemment, le tremblement de terre et la lumière vive étaient le résultat de sa rentrée. D'une voix brisée, le type annonce sa retraite tout en demandant à chacun de faire de son mieux pour protéger la Terre. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde car la population de la Terre est passée sous les 500 millions, rendant difficile la formation de missionnés de haut rang. Chansu n'arrive pas à croire que le type a échoué dans sa mission, et qu'en plus il prend sa retraite. À ce moment-là, il entend frapper à la porte, et il se demande qui cela peut bien être. Il se lève et se dirige vers la porte, se demandant pourquoi on lui rend visite car c'est très inhabituel. Il ouvre la porte et entend une voix l'appeler, mais il ne voit personne sur le palier. Au moment où il commence à croire qu'il devient fou, la voix lui dit de regarder en bas. Chansu baisse les yeux et voit un mignon lapin parlant qui tient une tablette et le fixe. Cela effraie tellement Chansu qu'il tombe sur le cul. Mais le lapin continue simplement ses affaires, lui demandant s'il est bien Chansu. Le lapin dit alors à Chansu de se calmer car il lui apporte une merveilleuse nouvelle. Le lapin sourit, félicitant Chansu de devenir un missionné. Chansu est choqué d'entendre ça, ce qui le pousse à demander à nouveau au lapin s'il sait ce qu'il dit. Le lapin admet que Chansu est probablement confus, mais il lui assure que cela ne change rien au fait qu'il a été choisi. Comme Chansu agit de manière suspecte, le lapin suggère qu'il se déplace vers un autre endroit. Alors qu'il marche dans un couloir inconnu, le lapin demande à Chansu s'il a des compétences spéciales, car la plupart des gens en ont au moins une. Chansu répond alors qu'il est le meilleur de la Ligue des déchets, c'est pourquoi il n'est même pas qualifié pour être un missionné. Cependant, il est assez bon pour tailler les arbres ou les fleurs. Le lapin est choqué jusqu'à la moelle en entendant cela, et Chansu est également surpris que le type l'ait approché sans savoir qu'il est un bon à rien. Le lapin se calme alors, disant qu'il y a toujours une raison à tout. Il assure à Chansu qu'il est peut-être un bon à rien, mais que cela ne change rien au fait qu'il a été choisi. Chansu est complètement abasourdi car il ne s'attendait jamais à se retrouver au centre des missions, ce qui signifie qu'une chance s'est enfin présentée à lui. Ils arrivent devant une très grande porte, et le lapin suggère qu'ils entrent, pour continuer leur conversation. Avant que le lapin ne puisse continuer ce qu'il disait, Chansu avait atteint la porte. Il essaie d'ouvrir la porte géante, mais pour des raisons évidentes, la porte ne bouge pas. C'est alors que le lapin lui demande avec dégoût ce qu'il fait avec la porte. Le lapin dit que l'entrée qu'ils vont utiliser est à sa droite. Chansu n'en croit pas ses yeux quand il se rend compte que le lapin pointe vers une toute petite porte, qui est là. Taille parfaite pour un lapin, pas pour des foutus humains. Le lapin dit qu'il n'a jamais eu de problème à utiliser la porte, et Chansu est obligé de lui rappeler qu'il est un foutu lapin. Croyant que le lapin est cinglé, Chansu dit qu'il doit partir, et le lapin lui demande s'il est sûr de prendre la bonne décision. Le lapin lui rappelle qu'il a échoué à tous les tests qu'il a passés, mais qu'au final,
Une opportunité rare est venue frapper à sa porte. Le lapin lui demande s'il pense qu'une opportunité, comme celle-ci, se présentera à nouveau dans sa vie. Le lapin essaie de dire à Chansu qu'il pas de le contraindre, car il est libre de partir si c'est ce qu'il veut vraiment. Après avoir entendu cela, Chansu n'a d'autre choix que de ramper à travers le petit passage pour suivre le lapin jusqu'à son bureau lumineux et bien rangé. C'est un choc pour Chansu car il s'attendait à un tout petit bureau. Le lapin lui dit alors qu'il y a un monde qui est fait juste pour lui. Chansu est confus par cela, demandant s'il existe un monde différent qui correspond à chaque personne. Le lapin l'informe qu'il y a un monde appelé Conquête de Terre par bloc, et qu'un événement y est en cours. Les yeux de Chansu s'illuminent, de surprise en voyant cela, et le lapin suppose qu'il est au courant. Mais Chansu dit que c'est la première fois qu'il en entend parler. Le lapin mentionne que ce monde est le plus recherché ces derniers jours. Apparemment, le monde a la particularité de recevoir la protection divine d'un dieu. Chansu devient plus intéressé en entendant cela, car le revenant a également mentionné un dieu. Le lapin remarque le changement d'expression et l'assure que son choix n'a aucun rapport avec l'événement récent. Chansu demande alors au lapin de quel type de dieu il parle. Et le lapin mentionne que les dieux sont assignés de manière aléatoire. Mais comme Chansu est sa personne préférée, il pourrait aussi bien lui donner la chance de choisir le dieu qu'il veut. Le lapin sort alors 3 cartes, demandant à Chansu s'il est prêt à choisir. Chansu est confus par cela car il ne sait même pas laquelle des cartes est bonne ou mauvaise. Le lapin lui rappelle que cette opportunité pourrait ne pas se représenter, et Chansu est d'accord avec lui. En se souvenant de son père, Chansu est furieux d'avoir même hésité au départ. Chansu choisit alors sa carte et une représentation visuelle du dieu apparaît juste devant lui. Le choquant, cela lui fiche une peur bleue. Et quand il regarde la carte qu'il a choisie, il se rend compte que c'est le dieu de la négation, avec taux de 44%. Le lapin l'exhorte à ne pas être lâche car tout ce qu'il vient de voir n'est rien qu'un effet dramatique. Le cœur presque hors de sa poitrine, Chansu est obligé de demander quel genre nécessiterait un effet qui l'envoie presque dans l'au-delà. De plus, Chansu ne pense pas que ce dieu soit le bon choix pour lui car le nom seul annonce des ennuis. Chansu se remet sur pied et demande nerveusement au lapin s'il y a une chance qu'il puisse tirer les cartes à nouveau. Le lapin lui assure que oui, ce qui le choque au plus haut point. Chansu tire rapidement la carte. Et comme la fois précédente, il tire à nouveau le dieu de la négation. Chansu est furieux, et il commence à supposer que les tirages sont une arnaque car il est impossible qu'il obtienne le même dieu à chaque fois. Le lapin lui dit alors qu'il n'y a aucun problème avec les cartes. Chansu est surpris de voir le lapin changer d'expression, puis il lui dit qu'il ne lui reste qu'une dernière chance de tirer une carte. Il exhorte Chansu à bien choisir cette fois-ci. Chansu est frustré, et il espère juste piocher n'importe quoi, qui ne soit pas le dieu de la négation. Il tire une autre carte, et cette fois une vive lumière verte apparaît, et le visage de Chansu s'illumine d'espoir. Cette fois, il a tiré une carte, qui est la déesse de l'abondance, mais elle a une probabilité de moins de 1%. Il est sur le point de perdre intérêt quand il voit une représentation visuelle de la déesse, et mon Dieu, elle est canon. Même le lapin peut voir l'imagination débordante sur le visage de Chansu. Le lapin sourit, demandant à Chansu s'il aimerait une autre chance. Cela choque Chansu car le type venait littéralement de lui dire que c'était sa dernière chance. Chansu demande alors au lapin ce qui se passerait s'il se décidait pour la carte actuelle, et le lapin lui fait savoir qu'il devrait partir immédiatement. Chansu est choqué d'entendre cela, et le lapin lui demande s'il y a une raison pour lui d'hésiter. Il dit à Chansu qu'il a une chance rare de passer de missionnaire à revenant. Le lapin commence à lui remplir la tête de douce imagination sur la façon dont les gens le célébreront pour être un héros. Le lapin lui dit qu'être un missionnaire lui donnera une très belle vie, qui est 10 fois meilleure que celle qu'il mène actuellement. Chansu se rend compte que le lapin a en fait raison, car sa vie est fondamentalement sans valeur en premier lieu. Il prend sa décision, et le système l'informe qu'il a été choisi pour servir la déesse de l'abondance. L'image de la déesse lui est montrée, et c'est exactement ce qu'il avait imaginé. Chansu sourit, croyant qu'il serait capable de tout faire s'il était avec une telle déesse. Chansu demande alors au lapin où il est supposé aller. Le lapin ouvre un portail, disant qu'il est temps pour eux de partir. Mais à ce moment-là, il pousse Chansu droit dans le portail. Chansu a peur, demandant au lapin si c'est vraiment sûr pour lui d'entrer dans le portail. Le lapin le taquine en disant que le portail est magnifique, mais pour Chansu, il regarde un piège mortel évident. Néanmoins, il n'a aucune intention de reculer, car il prévoit de devenir très célèbre pour montrer à ses détracteurs qu'ils ne valent rien. Alors qu'il est occupé à penser à la façon dont il va réussir, le lapin le pousse dans le portail. À ce moment-là, une voix gronde le lapin pour être intervenu directement dans l'affaire alors qu'il sait que c'est tout à fait interdit. Le lapin répond qu'ils n'ont pas le choix car Chansu est le seul qui peut aider. En se faisant aspirer dans le portail, Chansu aperçoit l'écran de chargement et une astuce apparaît, lui disant que le pourcentage signifie la taille de la faction du dieu. Cela choque Chansu jusqu'à la moelle car il pensait que le pourcentage était une probabilité, mais il s'est avéré que c'était quelque chose de pire. Chansu arrive enfin dans son nouveau monde, avec la douleur d'apprendre quelque chose d'aussi crucial.
Il regarde autour de lui pour voir que tout ressemble plus ou moins à un terrain vague. En plus du fait que la déesse n'a pas de faction, il s'est retrouvé dans une terre maudite. En voyant cela, des larmes coulent de ses yeux, et il conclut qu'il est foutu. Shansu s'attendait à une terre d'abondance, mais tout ce qu'il regarde n'est rien d'autre qu'un terrain vague. La fenêtre du système apparaît à nouveau, souhaitant la bienvenue à Shansu dans le monde du creusement. Elle dit à Shansu qu'il est l'apôtre de la déesse, et qu'il doit sécuriser autant de droits fonciers que possible en creusant. Avant de commencer quoi que ce soit, il pense d'abord à regarder autour de lui. Il se dit qu'il doit trouver la déesse, et il tombe soudain sur une vieille faucille usée. Il se demande si quelqu'un l'a utilisée puis l'a jetée. Comme il est jardinier, la faucille lui va parfaitement dans la main. Soudain, il sent une présence écrasante derrière lui, et la peur le saisit. Qu'un monstre soit sur le point de le dévorer. La peur envahit son corps quand il se rend compte qu'il n'a même pas encore rencontré la déesse, et qu'un monstre est sur le point de faire de lui son repas. Shansu conclut que la mort est la dernière chose qu'il souhaite pour le moment. Il décide de menacer le monstre en brandissant sa faucille. Il se retourne et la balance de toutes ses forces, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de monstre, mais un hamster mignon qui le fixe. Shansu s'accroupit pour regarder le hamster, et il peut clairement voir qu'il n'éprouve aucune hostilité envers lui. Soudain, il lui vient à l'esprit qu'il pourrait obtenir un bonus en éliminant le hamster, et le hamster crie à plein poumon de peur. Shansu sourit, car il a réussi à embêter le hamster. Il décide de le laisser en vie. Il ne lui cause pas de problème. Soudain, le hamster se retourne pour partir. Le hamster s'arrête, à distance, faisant signe à Shansu de le suivre. Shansu se met alors à courir après le hamster, qui est plutôt rapide pour sa taille. Shansu se demande où ils vont jusqu'à ce qu'ils atteignent un ruisseau, où Shansu ne perd pas de temps pour remplir sa bouteille d'eau et boire. Il se sent très rafraîchi, et il demande au hamster s'il sait où se trouve la déesse. Le hamster essaie de lui répondre, mais leur technique de communication est différente. Le hamster se remet en route, et Shansu le suit, attendant de voir où le hamster le mène. Quelques instants plus tard, ils arrivent à un immense arbre, qui est desséché comme les arbres sur Terre. Shansu marche sur un ginseng flétri, ce qui le choque. Il se demande ce qu'un ginseng fait dans un endroit aussi miteux, mais le hamster attrape soudainement le ginseng et l'arrache à Shansu. Shansu est confus car il croit que le ginseng est pour le hamster. Juste à ce moment-là, la notification apparaît, informant Shansu qu'il a découvert la déesse. Shansu pense que le système a un problème, car il n'a vu la déesse nulle part. Shansu divague à ce sujet quand le hamster lui attrape la jambe, et il suppose que le hamster se moque de lui. Il attrape le hamster, lui disant qu'il est occupé et pas prêt à jouer. Cependant, l'expression du hamster dit à Shansu quelque chose d'important qu'il a manqué. À la surprise la plus inattendue, le ginseng flétri est la fichue déesse. Shansu ne veut pas le croire, car la déesse qu'il a vue était plutôt généreuse, et il n'y a aucune chance qu'elle se soit ratatinée en une vilaine racine de ginseng. Comme il n'est pas prêt à en croire ses yeux, le hamster sort une loupe pour qu'il le regarde à travers, et c'est à ce moment-là qu'il accepte enfin la réalité. Il se tient la tête de douleur car la prise de terre, et le pourcentage qu'il a vu n'était qu'une préfiguration de sa situation future. Shansu se souvient que les chiffres augmentaient lorsqu'il tirait les cartes, ce qui signifie en gros que l'influence du dieu grandissait alors. Shansu n'arrive pas à croire que le dieu de la négation était en fait une bonne carte, et c'était difficile à croire puisqu'elle apparaissait assez souvent. Shansu se demande si la déesse s'est ratatinée parce que son influence a complètement diminué. Shansu fixe la déesse, se demandant pourquoi elle ne se réveille pas. Il commence à craindre d'avoir complètement tué la déesse, en lui marchant dessus, mais le hamster le regarde comme un type vraiment stupide. Il réalise alors qu'il pourrait faire en sorte que la déesse se réveille s'il lui donnait de l'eau. Il verse de l'eau sur elle, et étonnamment, un effet vert vif émerge du corps du ginseng. Cela indique à Shansu que l'eau fonctionne, et il continue de lui donner plus d'eau. Il noie la déesse dans l'eau, restaurant finalement l'essence de la déesse. La déesse se noie presque dans l'eau, et elle commence à souhaiter que Shansu s'arrête avant qu'il ne soit trop tard. La déesse revient enfin à la vie, et Shansu célèbre ses compétences agressives en RCR. Le hamster est également heureux que son maître soit de retour à la vie. Juste à ce moment-là, Shansu s'incline devant la déesse, lui offrant ses salutations, et lui disant qu'il est son apôtre. La déesse parvient à s'asseoir pour regarder son apôtre. Shansu est totalement confus sur ce qu'il doit faire jusqu'à ce que la notification Windows apparaisse, lui disant qu'il peut devenir plus fort en utilisant ses compétences. Shansu est surpris car il ne savait pas qu'il y avait des compétences facilement disponibles pour lui. Il voit l'une des compétences, qui est la bénédiction de la déesse, et même s'il n'y a pas de description de ce que fait la compétence, Shansu suppose que c'est pour rendre les cultures belles. Juste à ce moment-là, il l'applique et se rend compte que la bénédiction s'appelle la décapitation. Cela choque Shansu, car la décapitation signifie essentiellement couper une tête. Il ne veut pas s'imaginer couper des têtes pour vivre une vie abondante. Cependant, il conclut qu'il n'y a aucun moyen que la déesse de l'abondance lui accorderait une compétence aussi violente. Shansu se tourne vers la déesse pour lui demander s'il est vraiment censé couper la tête de quelqu'un, et la réaction de la déesse le trouble. Il conclut alors qu'il n'y a rien d'autre à faire que de décapiter quelqu'un. Shansu commence à penser aux diverses choses que cela pourrait impliquer,
et il lui vient soudain à l'esprit que le hamster pourrait être mûr pour la décapitation. Le hamster est occupé à célébrer la renaissance de la déesse, ignorant que Changshu le regarde avec les yeux les plus diaboliques qui soient. Le hamster se retourne pour voir Changshu entièrement armé et prêt à le couper en deux. Juste avant que la faucille ne puisse frapper, le hamster prend la fuite. Changshu continue sa poursuite et, réalisant qu'il n'y a pas d'issue, le hamster se cache derrière la déesse. Changshu dit calmement au hamster qu'il n'est pas heureux de ce qu'il s'apprête à faire, mais que tout est pour le bien de la déesse. Soudain, le hamster et la déesse commencent à paniquer, et quand Changshu se retourne, il voit une créature terrifiante debout derrière lui. Changshu remarque que le hamster a sauté devant la déesse, et c'est à ce moment-là qu'il réalise que le hamster n'était pas un monstre, après tout. Changshu admet son erreur et se dit qu'il doit réparer son erreur en battant le vrai monstre qui se tient devant lui. Cependant, la question de savoir s'il peut le faire reste entière. Néanmoins, Changshu est un type courageux, et il charge le monstre avec la faucille à la main, et grâce à la compétence de décapitation, il peut voir exactement où il doit couper. Il active la compétence de décapitation, et il saute sur brandissant la faucille si fort qu'il abat le monstre d'un seul coup. Le hamster et la déesse sont sous le choc en voyant cela. Changshu retourne nonchalamment vers la déesse comme s'il ne venait pas de faire quelque chose d'assez fou. Changshu s'incline alors devant le hamster pour l'avoir pris pour un monstre, et l'avoir presque envoyé 6 pieds sous terre. Il demande au hamster de lui pardonner, et le hamster sourit avant de donner à Changshu un pouce levé pour lui faire savoir qu'il ne lui en veut pas. Changshu est heureux de voir cela, et il donne au hamster un nom, hamster. Le nom sonne si bien à l'oreille du hamster qu'il commence à rougir fortement. Juste à ce moment-là, la notification de la fenêtre apparaît à nouveau, disant à Changshu que la tête du monstre sera automatiquement transportée en raison de l'effet de la compétence. C'est à ce moment-là que Changshu apprend enfin le nom du monstre qu'il a tué, qui est l'ogre immortel, car il a vaincu un ogre. Un compteur de victimes apparaît également pour lui montrer qu'il peut en tuer autant qu'il le veut. Changshu est surpris que le monstre soit connu comme l'ogre immortel, alors qu'il n'a rien de vraiment immortel. Le système propose une autre notification disant à Changshu que l'offrande transportée appartient maintenant à la déesse. Changshu se tourne pour regarder la déesse, et il se rend compte que la déesse est devenue encore plus fraîche qu'auparavant. Il réalise que s'il continue à travailler dur et à éliminer les monstres, cela aidera à son tour la déesse à retrouver sa meilleure forme. Motivé à l'idée de voir le corps sexy de la déesse, Changshu part à la recherche de plus de monstres à tuer. Il rencontre bientôt une horde d'ogres immortels. Il reçoit un autre conseil selon lequel il y a des points non identifiés qui ne peuvent être utilisés que par le système mondial, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être échangés entre individus. Changshu est surpris car il ne savait pas quand il a acquis les points. Néanmoins, c'est une bonne chose pour lui, et il se dit que se débarrasser des ogres est la prochaine chose sur sa liste. Changshu est heureux de pouvoir manier la compétence de décapitation car cela lui facilite la tâche de tuer les ogres. Changshu se précipite vers les ogres, activant la décapitation, et les abat d'un seul coup. Une autre info apparaît, lui disant qu'il peut acquérir des points en tuant des monstres. Changshu y voit un feu vert pour tuer autant de monstres qu'il le peut, parce que le système vient de lui donner le feu vert. Changshu a déjà vaincu 4 ogres immortels, et il pense en tuer une centaine juste pour le plaisir. Après avoir vaincu la première vague de monstres, Amstal célèbre sur l'épaule de Changshu comme si c'était lui qui avait vaincu les monstres. Changshu demande alors pourquoi le monstre est appelé un ogre immortel alors qu'il meurt trop facilement pour quelque chose qui devrait être éternel. Comme personne ne peut encore répondre à sa question, il se dit qu'il obtiendra la réponse à sa question s'il continue à vaincre les monstres. Changshu retourne à l'arbre pour trouver la déesse encore plus belle qu'avant. Changshu sourit parce que l'effet se produit plus vite qu'il ne l'aurait cru. Il est excité de voir la déesse retrouver sa forme originelle. La déesse désigne alors l'immense arbre, laissant Changshu perplexe quant à ce qu'il est censé faire. Il réalise alors que la déesse demande à être hissée dans l'arbre. Changshu la déesse a monté, mais la déesse lui fait signe. Le système lui dit alors qu'il peut utiliser la bénédiction de l'abondance, mais chaque compétence consomme des points. Changshu touche l'arbre et active la bénédiction de l'abondance. Il y met tous ses points de compétence, et avec l'aide de la compétence, il rend l'arbre à nouveau abondant. Quand il a fini, il est surpris de voir que l'arbre est un pommier, et il y a des pommes suspendues partout. Il cueille l'une des pommes qui semble vraiment géante. Même s'il n'a jamais vu de pomme auparavant, quelque chose lui dit qu'elle ne devrait pas être aussi grosse. Bien qu'il soit tenté de croquer dans la pomme, il décide d'offrir la première récolte à la déesse. La déesse accepte le fruit, et à son grand étonnement, la déesse absorbe la pomme en quelques secondes. Cela laisse Changshu s'interroger sur la possibilité de ce dont il vient d'être témoin. Il se rend compte que la déesse est assez puissante et se dit que se mettre à dos la déesse n'est pas une bonne chose pour lui. Changshu saute sur l'arbre pour chercher un tas de pommes afin que lui et Omestal puissent manger tous les deux. Changshu se dit qu'il doit être assez fort parce que la déesse qu'il sert n'est pas du genre à plaisanter. Changshu croque dans la pomme, et il est surpris de voir à quel point elle est délicieuse.
Pendant qu'il savoure tranquillement son petit déjeuner à base de pommes, la déesse, de son côté, se demande comment Shansu est capable de vaincre plusieurs monstres en une seule journée. De plus, il a été capable de ramener un arbre aussi géant à la vie en une seule journée. Un sentiment de froid parcourt le corps de la déesse alors qu'elle commence à se demander d'où un garçon aussi monstrueux que Shansu a pu émerger. En plongeant dans le passé d'abondance, elle était responsable de la nourriture, et elle était une force avec laquelle il fallait compter en raison de la haute qualité des produits agricoles qu'elle offrait. Cependant, lorsque le dieu de la corruption a commencé à absorber d'autres factions, Abondance n'a eu d'autre choix que de s'enfuir car le pouvoir de corruption devenait trop massif. Pour survivre, Abondance a abandonné son commerce et s'est tourné vers la chasse aux monstres. Mais ses forces n'étaient pas aptes au combat. Pour cette raison, ils ne purent gagner une seule bataille. Et en dernier recours, ils modifièrent leurs compétences pour créer autre chose. Cependant, cela ne garantissait pas la survie d'Abondance. En gros, la compétence de décapitation que Shansu pense être pour couper la tête des monstres est en fait une compétence pour aider les subordonnés d'Abondance à ramener les têtes des animaux morts ou des monstres. Comme ces subordonnés étaient mauvais au combat, ils ne pouvaient que faire de leur mieux. Rien qu'en regardant Shansu, la déesse est paralysée par la peur car il est complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Elle se demande pourquoi Shansu l'a choisi, mais néanmoins, elle en vient à la conclusion que Shansu lui appartient désormais. Shansu essaie de prendre une autre pomme quand la déesse s'accroche à sa jambe. Et cela effraie Shansu, qui croit que la déesse essaie de l'absorber. Mais la déesse essaie seulement de le serrer dans ses bras pour le remercier de tout jusqu'à présent. Plus tard, la déesse s'endort et Shansu la couche sur l'autel pour dormir, mais le tonnerre gronde. De nulle part. Shansu craint que cela ne réveille la déesse, mais à sa surprise, la déesse reste profondément endormie. Juste à ce moment-là, Shansu réalise que les pommes seules ne le suffiront pas. Et à ce moment-là, le système l'informe que l'événement de livraison est maintenant en cours. Shansu est surpris qu'une telle chose existe. Cependant, pour effectuer une livraison, il doit être en mesure de contacter ceux qui sont sur Terre. Cependant, il remarque que Amstel est aussi fatigué, et il le couche à côté de la déesse. Il les couvre même de feuilles en guise de couverture. Pendant ce temps, à la réincarnation, société de commerce, Ozujin, l'apôtre de la réincarnation, fait irruption dans le bureau de son patron pour le gronder, de lui avoir donné plus de travail, alors qu'elle est déjà bien occupée. Il s'avère qu'ils ont reçu la commande de livrer des pommes. La commande précise également qu'il n'y a pas d'argent en jeu, ce qui signifie qu'ils vont troquer des pommes contre des marchandises. Izujin crie sur son patron, lui demandant si elle a fait quelque chose de mal, et qu'il a décidé de la punir avec ce travail de merde. Mais son patron dit non. Son patron lui dit que le voyage d'affaires pour obtenir les pommes est en fait bon car elle n'aura pas à travailler, et cela lui servira de pause. Son patron lui dit que rester au bureau signifie plus de travail pour elle, et il l'exhorte à utiliser le voyage pour se vider la tête un peu. Izujin se dispute avec lui, disant qu'il n'y a personne d'autre à envoyer en voyage, c'est pourquoi il est l'envoyant. Son patron glousse nerveusement car elle pourrait avoir raison avec sa déduction. Son patron l'exhorte à se dépêcher car elle pourrait bien découvrir quelque chose de chanceux pendant le voyage. Il lui fait signe au revoir, en espérant que quelque chose de bon sortira de ce voyage. Izujin consulte les registres de commandés, se rend compte qu'il y a un tas de livraisons à faire, et elle espère que ça en vaudra la peine. Sinon il y aura un gros problème. Pendant ce temps, Shansu a rassemblé des pommes en préparation pour la livraison. Pendant que Shansu cueille les pommes, Amsdol s'en donne à cœur joie avec elle. Shansu le trouve bientôt en train de croquer les pommes, et il l'attrape, lui disant d'arrêter de s'amuser avec les pommes. Il lui dit que les pommes sont à échanger car ils rencontreront quelqu'un plus tard dans la journée. Comme le livreur viendra de loin, Shansu se dit que se montrer cool le premier jour laissera une bonne impression sur la personne, quelle qu'elle soit. Selon les informations qu'il a obtenues en s'inscrivant à l'événement de livraison, il a découvert que le monde est vraiment divisé en blocs, et le grand événement d'invocation de conquête de territoires bloqués est en cours. Même si cela apparaît comme une terre ordinaire, il y a un mur au bord, et pour se déplacer vers un autre bloc, un ticket de déplacement est nécessaire. Shansu se rend compte qu'il n'y a vraiment rien autour de lui, et il lui faudrait une semaine entière pour atteindre le village le plus proche. Shansu est content que la livraison ne prend que 2 jours. Même si c'est assez rapide, Shansu s'en moque tant qu'il obtient ses sacs de couchage assez rapidement. De plus, il a commandé un coussin pour que la déesse puisse dormir dessus. Shansu vise à augmenter au maximum l'affection de la déesse pour s'assurer de ne pas se mettre dans ses mauvais papiers. Shansu remarque également que les ogres immortels sont apparus d'eux-mêmes depuis la veille, ce qui est une bonne chose pour lui. Il a finalement compris que le nom d'immortel est plus ou moins un terme de renaissance. Néanmoins, Shansu s'en moque tant qu'il peut en exterminer le plus grand nombre possible, tout en récoltant des points. Alors qu'il se bat avec les monstres, il manque de se faire écraser par derrière, mais il parvient à esquiver. C'est à ce moment-là qu'il réalise que les monstres sont devenus légèrement plus rapides. Il suppose que les monstres deviennent plus forts tout, comme les compétences. Malgré cela, Shansu ne ressent aucun danger de leur part. En s'occupant des monstres, Ozujin observe depuis le ciel, et elle a la même réaction que tous ceux qui ont vu Shansu affronter les monstres. Tout ce qu'elle voit, c'est un type surpuissant et fou qui prend les monstres au petit déjeuner. Apparemment, l'ogre immortel était autrefois considéré comme la principale cible de chasse.
pour la plupart des expéditeurs car il rapportait plus de points que les monstres ordinaires. Cependant, peu importe combien de fois il était tué, il ressuscitait toujours le lendemain, plus fort qu'avant. Même si le dispatché déplaçait son bloc, il continuait à les poursuivre, ce qui en fait le monstre le plus tenace. En plus de cela, il laisse généralement une malédiction sur sa cible, lui donnant la chance de jusqu'à ce qu'elle finisse par s'effondrer. Au final, c'est devenu une créature que tout le monde évite. Cette même créature est celle que Chansu découpe comme du papier. Ozujin commence à se demander si Chansu est si téméraire qu'il ne se soucie même pas de la vengeance du monstre. Ozujin remarque aussi que Chansu ne purifie même pas les monstres vaincus. Avec tout ce qu'elle a vu, elle suppose que Chansu est un maître de l'épée. Mais alors, elle se demande pourquoi un maître de l'épée cueillerait des pommes parmi toutes les choses qu'il peut choisir. Ozujin conclut que Chansu n'est pas un maître de l'épée très intelligent, mais pour éviter sa colère, elle pense qu'il vaudrait mieux le traiter de la manière la plus douce possible. Après avoir éliminé la horde d'ogres immortels, Chansu réalise qu'il a gagné une tonne de points et que cela augmente aussi de façon exponentielle. Grâce à la bénédiction, une pomme coûte désormais 1000 points. Chansu se dit qu'atteindre les 100 points ne sera pas un problème pour lui. Il se demandait pourquoi. Il y avait un sanctuaire dans la région au départ, mais cela semble être le jackpot pour lui. C'est alors que Ozujin s'approche de lui et s'incline humblement. Elle se présente, révélant qu'elle vient de la société de commerce et qu'elle est venue avec la livraison de Chansu. Chansu serre la main de Ozujin avec enthousiasme, disant qu'il est vraiment impressionné qu'elle ait réussi à trouver le bloc du premier coup. Au fond, Ozujin a peur parce que Chansu est un homme puissant, et elle doit faire très attention à ne pas se mettre à dos. C'est alors qu'elle aperçoit le hamster, et cela attire son attention parce qu'il a l'air si moelleux qu'elle a envie de le serrer dans ses bras. Chansu remarque l'empressement sur son visage, et il lui demande si elle ne se sent pas bien. Mais elle répond qu'elle se sent. À l'insu de Chansu, Ozujin est juste impatient de toucher le hamster. Chansu dit alors à Ozujin de le suivre, pour qu'il la conduise là où se trouvent les pommes. En arrivant, l'odeur seule des pommes attire son attention, et elle est obligée de le dire à voix haute. Chansu est d'accord avec elle, disant que les pommes ont très bien poussé. Ozujin n'arrive pas à croire que le grand arbre qui se dresse devant elle est un pommier. Arbre. Chansu cueille une des pommes, et il demande à Ozujin si elle serait d'accord pour manger là. Ozujin ramasse les pommes et leur taille massive la choque. Cependant, elle n'est pas s'attendant à quelque chose de grand, car quand un fruit devient trop gros, la douceur en pâtit. Elle s'attend à être déçue, mais au moment où elle y mord, elle est transportée dans un état de goût inimaginable. Ozujin se rend compte que la pomme est assez sucrée, et que l'acidité est également équilibrée. Elle se dit que la pomme se vendrait pour rien de moins que 100 000 pièces d'or, en raison de sa douceur. Ozujin demande alors à Chansu de confirmer s'il a fixé un prix de 2000 pièces d'or. Prix sur les pommes, et Chansu dit oui. Ozujin fait savoir à Chansu que le prix qu'il a fixé sur la pomme est assez absurde, et Chansu pense qu'elle dit que les pommes sont trop chères. Chansu demande nerveusement à la dame combien elle serait prête à acheter les pommes. Ozujin choque Chansu en lui disant qu'il devrait obtenir au moins 20 000 pièces d'or par pomme. Chansu perd presque la tête lorsqu'Ozujin révèle que cela pourrait même dépasser 30 000 s'il est fourni à un grand magasin. Chansu n'en croit pas ses oreilles. Et même si Ozujin aurait pu le frauder, elle ne pense pas que ce serait bien de perdre un client potentiel à long terme. Cliente. De plus, elle n'est pas prête à digérer, car elle pense que ce sera destin si Chansu le découvre un jour. Ozujin dit alors à Chansu que les pommes ne sont pas que des pommes, mais le tout premier type de pomme qui a une saveur unique qu'elle n'a jamais goûtée auparavant. Ozujin avoue que la pomme a plus de valeur que n'importe quelle spécialité régionale qu'elle connaît. Pour éviter de trop compliquer les choses, elle suggère qu'il se contente de 20 000 pièces d'or pour le moment. Elle sort un contrat officiel en disant à Chansu que le solde sera également réglé, une fois qu'il aura signé le contrat. Chansu prend le stylo et il regarde le contrat pour voir ce qu'il contient. Une fois qu'il voit que c'est quelque chose de favorable pour lui, il sourit. Cependant, il suggère qu'ils ajustent une section particulière du contrat. Ozujin est surprise quand elle réalise que le pourcentage de part de l'entreprise a augmenté. Chansu lui fait savoir que ce n'était pas une erreur, mais qu'il a fait ça parce qu'il aimerait construire une relation durable avec Ozujin. De plus, Ozujin a été honnête avec lui sur la valeur des pommes. Chansu tend la main pour la serrer, ce qui la choque. Elle remercie ensuite Chansu pour avoir accepté le contrat, et elle lui remet les articles qu'il a commandés. Parmi les choses qu'il a commandées sont des graines, des vivres et des ustensiles de cuisine. De plus, il y a un œuf familier, qui est un cadeau commémoratif de la société commerciale. Ozujin l'assure que cela l'aidera dans son agriculture. Elle tend les œufs à Chansu et dit qu'il n'en aura peut-être même pas besoin parce qu'il est déjà en train d'en élever un. Chansu est surpris car il ne voit pas le dit familier qu'il élève. Ozujin désigne alors Homstal, croyant que Homstal est le familier de Chansu. Ozujin lui dit alors que plus il mettra de points dans l'œuf, plus il sera fort. Être quand le familier éclora. Cependant, elle l'exhorte à être prudent car s'il en fait se fissurera, entraînant un échec automatique.
Elle ajoute que Chansu devrait s'arrêter une fois que l'œuf commence à trembler. Après les instructions, Chansu dit à Ozujin qu'il devra peut-être simplement l'essayer pour avoir la sensation parfaite. Ozujin demande des informations sur la récolte et le calendrier prévu pour les pommes, et Chansu dit qu'un jour devrait suffire. Cela choque Ozujin car ils vont recevoir des livraisons quotidiennes de pommes. Après leur conversation brève, longue et ennuyeuse, ils établissent le calendrier, les chiffres et les dates de visite. Une fois que tout a été réglé, ils concluent la première partie de leur accord. Après le départ de Ozujin, Chansu s'approche de la déesse, pour la remercier d'être restée cachée quand Ozujin était là. Chansu a regardé les nombreuses provisions qu'il a obtenues, et n'arrivait pas à croire que la vente de pommes était lucrative. Néanmoins, il sait qu'il doit tout à la déesse. C'est alors qu'il aperçoit la déesse en train de serrer les œufs, et il réalise qu'il devra peut-être faire éclore l'œuf plus tôt. Cependant, il aura besoin de plus de points s'il va faire ça. Pour ce faire, il se dit que tuer plus de monstres est la voie à suivre. Chansu est fier de la tournure des événements, mais il n'est pas assez délirant pour ne pas savoir il y aura des difficultés à venir. Même avec cette pensée, Chansu n'a pas peur parce qu'il est bâti pour faire face aux défis. Quand Ozujin retourne à la société commerciale, elle raconte à son patron tout ce qu'elle a vu. Elle dit à son patron que Shazin est définitivement coréen, mais elle suppose qu'il est membre des factions de combat. Son patron est surpris qu'une personne orientée vers le combat soit capable de si bonne quantité de pommes. Ozujin révèle que Chansu a abattu des monstres morts vivants avec juste une faucille rouillée, et il ne visait que leur tête. Le patron de Ozujin pense que le type vise à devenir un maître de l'épée en se mettant dans une situation difficile, tout comme un certain Rohan l'a fait. Le patron de Ozujin dit alors qu'il serait préférable pour eux de garder Chansu caché, plutôt que d'assigner des gardes à sa position, et Ozujin est d'accord avec cela. Tout en disant cela, le mec n'arrête pas de grignoter les pommes en tranches devant lui jusqu'à ce que Ozujin lui attrape la main, lui rappelant qu'ils sont censés les manger ensemble. De retour dans le monde de l'abondance, Chansu verse déjà des points dans les œufs pour essayer de les faire éclore. Il se demande s'il va obtenir un monstre mignon ou fort des œufs. C'est alors que l'œuf se fissure, laissant une lumière vive, et Chansu pense qu'un familier de rang SS va sortir de l'œuf. Le sourire entier de Chansu s'efface quand il voit un poussin sortir de l'œuf. Il n'arrive pas à croire que tout ce battage médiatique, c'était juste pour un gros poulet alors qu'il espérait obtenir un ouvrier. Il commence à se demander quoi faire avec le poussin, et la première chose qui lui vient à l'esprit est d'élever le poussin pour le manger. Cependant, il hésite car il ne peut pas simplement cuisiner et manger un poussin dans lequel il a investi 120 000 points. Parce qu'il essaie de ne pas trop s'attacher, il décide de lui donner le nom d'Harry. Juste au moment où il essaie de se familiariser avec Harry, l'autre œuf commence aussi à éclore. Comme auparavant, Chansu est excité, car il pense que celui-ci se révélera être un travailleur. Cependant, son visage s'effondre de déception lorsqu'un cochon sort de l'œuf. Et Chansu ne perd pas de temps à donner au cochon le nom de Doji. Chansu est extrêmement déçu, ce qui le pousse à se demander pourquoi il n'obtient que des ingrédients. On lui avait dit qu'il allait obtenir un familier, mais à ce stade, il pense qu'il a été arnaqué. C'est alors qu'Harry et Doji s'approchent de la déesse pour la saluer, et la déesse les exhorte à lui pardonner de ne pas avoir réussi à les protéger jusqu'au bout. Les deux s'excusent également de ne pas avoir pu servir leur déesse comme ils auraient dû la servir. La déesse apprécie leur honnêteté, mais leur dit qu'il y a quelque chose dont ils doivent se méfier, et c'est son apôtre. Elle dit aux deux que Chansu ne sait pas qu'ils sont ses serviteurs, et il pourrait bien les vendre s'ils s'avèrent inutiles pour lui. Pour aggraver les choses, il pourrait même les manger, et les deux peuvent sentir l'aura effrayante venant de Chansu, ce qui rend la déclaration de la déesse valide. La déesse exhorte les deux à se comporter au mieux jusqu'à ce que Chansu puisse obtenir la compétence de communication. Les deux sont d'accord avec la déesse, disant qu'il vaudrait mieux pour eux d'observer simplement les choses telles qu'elles sont. Le lendemain matin, Chansu part, comme d'habitude, et ses cibles principales sont les monstres morts-vivants. Doji et Harry se réveillent tôt le matin, pour entendre du bruit partout. Le sommeil disparaît de leurs yeux quand ils voient Chansu courir partout, abattant des monstres morts-vivants. C'est alors que les deux réalisent enfin que Chansu est plutôt dangereux, et la déesse ne plaisantait pas quand elle leur a dit de se comporter au mieux. Harry dit à Doji que Chansu les regardait de la manière la plus étrange et Doji panique quand il se souvient de cela. Au moment où il finit d'éliminer les monstres morts-vivants, Harry et Doji apparaissent avec une serviette sur la tête. Ils félicitent Chansu pour son dur labeur et lui disent de se nettoyer avec la serviette. Les deux ont vu Chansu en action, et ils ont enfin compris ce que la déesse leur a dit, sur le fait d'être utile. Chansu remercie les deux d'être prévenants, et après s'être nettoyés, il offre leur une pomme. Doji se précipite vers l'assiette tandis qu'Harry essaie de faire comme s'il n'était pas un glouton. Chansu est heureux de nourrir les deux, car il a entendu une fois que le porc bien nourri a toujours meilleur goût. Harry essaie d'empêcher Doji de manger pour qu'il ne devienne pas la saveur désirée de Chansu. Cependant, Harry est également attiré par la saveur de la pomme en raison de la quantité de points que Chansu y a mis. Néanmoins, il parvient à se contrôler. Chansu lui propose alors des céréales et il se jette dessus sans perdre de temps. Pour lui, il prend la bonne décision car il ne deviendra jamais un poulet frit comme Doji. Après cela, Chansu passe à l'agriculture. Il fait creuser la terre à Doji, tandis qu'Harry plante les graines de haricots noirs.
Chansu recouvre ensuite le sol et arrose les graines, avant d'ajouter la bénédiction de l'abondance. En un rien de temps, Chansu a une ferme avec des plantes saines qui la recouvrent. Chansu tient une des graines dans ses mains, et au moment où Harry aperçoit la graine, il se fixe dessus. Il se précipite vers Chansu, mais celui-ci cache la graine, lui disant que la première récolte doit être donnée à la déesse. Chansu donne la graine à la déesse comme d'habitude, et elle l'absorbe de la manière la plus bizarre, comme elle le fait toujours. Chansu dit alors à Harry et Doji qu'il est temps qu'ils mangent, parce qu'ils vont planter des pommes de terre plus tard. Contrairement à avant, Harry consomme autant de nourriture que Doji. Les deux finissent par ressembler à des ballons gonflés, et Harry pense qu'il est fichu parce qu'il n'a pas pu retenir sa faim. D'un autre côté, Chansu est simplement heureux que les deux mangent bien, et cela le motive à planter plus de cultures dont ils vont profiter. C'est alors qu'il pense aux pommes, et il espère qu'elles se vendent bien sur le marché. Au magasin, le patron de Ozujin remarque que les pommes sont les seuls articles restants à vendre. Beaucoup de gens se sont rassemblés, mais aucun d'entre eux n'est prêt à acheter, ce qui est attendu. Il avait même décoré la pomme et l'avait bien emballée pour la rendre plus agréable. Mais les gens ne pensent pas qu'une seule pomme vaille 200 000 pièces d'or. Il se gratte la tête de frustration parce qu'il ne sait pas comment convaincre les gens que la pomme est vraiment délicieuse. Il est persuadé que tout le monde changera d'avis après une seule bouchée, mais le problème est de les amener à prendre une bouchée. Soudain, il entend quelqu'un acheter les pommes. Il se précipite vers le préposé pour lui demander ce qui vient de se passer, et le préposé révèle que toutes les pommes sont. Il ne veut pas croire cela car il y en avait encore une grande quantité il y a quelques minutes. Le préposé révèle que quelqu'un en a goûté une et a ensuite tout acheté. La signature sur les bons de paiement est Rohan, et c'est à ce moment-là que le gérant se rend compte que la personne qui vient de les fréquenter, et qui a acheté toutes les pommes n'est autre que Rohan, le pionnier de la méthode d'entraînement pour handicapés. Rohan est également connu comme le maître épéiste inégalé, ce qui en fait une grosse affaire. Et le directeur admet qu'ils ont trouvé de l'or. Cela finit par faire la une des journaux. Et tout le monde croit que les pommes sont ce que Rohan a mangé pour devenir un maître épéiste. Le patron de Ozujin, Ryugu, commence à recevoir des appels de partout. Tout le monde veut une boîte ou sans boîte. De la pomme miracle. Une semaine après l'arrivée de Chansu dans le monde de l'abondance, il admet qu'il a bien vécu sa vie. Il a des pommes de terre avec lui et il est prêt à cuisiner. Pendant qu'il cuisine les savoureuses pommes de terre, Doji lui tient déjà la jambe pour lui faire savoir qu'il est intéressé. Chansu simplement révèle qu'il ne fait pas les pommes de terre pour lui car il vient de finir son propre repas. Néanmoins, il lui en donne quand même à manger. Quelques instants plus tard, Ozujin apparaît, et elle est surprise de voir que tous les familiers de Chansu ont éclos. Pour Ozujin, elle regarde un tas de nounours mignons qu'elle peut serrer dans ses bras pour se sentir mieux. Pendant ce temps, Homsu et les deux autres couvrent la déesse pour s'assurer qu'elle n'est pas exposée au yeux perçants d'Ozujin. Chansu demande alors à Ozujin pourquoi elle est venue. Ozujin mentionne qu'elle a de bonnes nouvelles pour lui. Elle sort les reçus de vente pour dire à Chansu que toutes les pommes ont été vendues. Et elles se sont toutes vendues au montant indiqué. Chansu se prend la tête, choqué et stupéfait, car tout est parti en seulement 2 jours. Ozujin lui dit que le plus incroyable dans tout ça, c'est que tout le monde veut maintenant goûter à la pomme. Chansu est époustouflé parce qu'il n'a jamais considéré la pomme comme quelque chose qui pourrait rapporter autant d'argent. Il se souvient que les pommes étaient généralement vendues pour moins de 1000 pièces d'or. Comme il touche 30% des bénéfices, Chansu se rend compte qu'il va gagner au moins 60 000 pièces d'or par pomme. Avec un simple calcul, il réalise qu'il aurait gagné 3 millions en une journée s'il avait réussi à vendre 50 pommes. L'esprit de Chansu explose quand il réalise qu'un bénéfice annuel d'1 milliard de dollars l'attend. Chansu est content d'être sur la bonne voie, et il croit qu'avec ça, il pourrait peut-être trouver un indice sur ses parents. Chansu dit à Ozujin qu'il n'est pas un rabat-joie, mais il lui demande combien de temps elle pense que l'engouement pour les pommes de l'empereur va durer. Chansu sait que les pommes sont actuellement populaires, mais il sait aussi qu'il n'y a aucune chance qu'elles continuent à se vendre à un prix aussi élevé à l'avenir. Ozujin assure alors à Chansu qu'elle comprend son inquiétude, mais lui fait savoir que 100 pommes par jour pour un public cible de 1 million de personnes signifie qu'ils seront encore en activité pendant 27 ans. Chansu est choqué d'entendre cela, et il suppose que c'est une surestimation. Ozujin dit alors à Chansu qu'il n'a rien à craindre. Ozujin lui demande alors s'il a pensé à augmenter sa production de pommes. Chazin sourit nerveusement, disant qu'il a aussi cultivé d'autres cultures, et ce serait bien si elle les goûtait. Il lui assure qu'elles sont aussi savoureuses que les pommes. Les yeux d'Ozujin s'illuminent comme ceux d'un gobelin quand elle entend ça. Chansu lui dit alors de s'asseoir tranquillement pendant que il lui sert d'abord des pommes de terre. Ozujin prend une bouchée des pommes de terre et elles font de joie en voyant à quel point elles sont sucrées. Elle commence à imaginer toutes les bonnes choses qui sortiront de la pomme de terre, si elle est bien gérée. Juste à ce moment-là, Chansu arrive avec des crêpes et des frites. Ozujin verse des larmes en consommant la nourriture devant elle. Elle mentionne que les frites de pommes de terre peuvent être considérées comme un plat principal, au lieu d'un plat d'accompagnement. Chansu termine ensuite le combo avec des patates douces rôties. Au moment où il sert ça, Doji et Harry deviennent fous en exigeant qu'il leur en donne aussi. Chansu suggère alors qu'ils mangent tous ensemble. Chansu remarque qu'Harry a l'air maigre, et il n'y a qu'une seule explication à cela.
C'est essentiellement parce que Doji a volé la nourriture d'Harry, l'empêchant de manger correctement. Amsdale saute sur la table pour manger avec Essujin. Et Chansu demande à Essujin ce qu'elle pense des pommes de terre car il prévoit de les vendre aussi. Essujin remercie Chansu pour ce délicieux repas et lui demande s'il y a un moyen pour lui de cultiver les cultures et aussi d'augmenter la production de pommes. Chansu répond que ce serait difficile car il aura besoin de plus de points. En même temps, Chansu ne pense pas qu'il serait sage de sa part d'utiliser tous ses points à l'agriculture. Essujin fait savoir à Chansu que ses efforts sont appréciés. Elle l'exhorte à se concentrer davantage sur les pommes. Essujin mentionne que tous les apôtres sont coréens et la culture du monde est bâtie là-dessus. Essujin dit que la nourriture est incroyable mais laisse Chansu sait qu'il est difficile de faire payer un prix élevé pour les seules cultures. Essujin dit que les cultures ne seront pas aussi rentables que les pommes, même si les gens commencent à les demander. Essujin continue sur ça, lancé en suppliant Chansu de considérer la production de pommes comme sa tâche principale. Réalisant qu'il n'y a pas moyen de la faire changer d'avis, Chansu lui demande 600 pommes par jour suffiront et ses yeux s'illuminent quand elle entend ça. Elle remercie Chansu d'avoir reconsidéré et d'avoir pris en compte sa suggestion. Le lendemain, Chansu sort pour chasser les monstres comme d'habitude. Doji demande à Harry s'il est important qu'il suive Chansu à chaque fois qu'il sort et Harry crie sur Doji en lui disant qu'ils sont les seuls à pouvoir veiller parce qu'Amstool est fondamentalement inutile. À leur insu, Chansu se demande en fait pourquoi les deux le suivent partout et il suppose qu'ils sont du type combat familier. Chansu ne pense pas qu'il y ait de vrais familiers qui soient complètement inutiles au point que la seule chose qu'ils puissent offrir, c'est de manger. Sa conviction s'effondre bientôt quand il voit les deux se faire poursuivre par un monstre mort-vivant. Chansu se reproche d'avoir pensé que les deux valaient l'engouement qu'il leur accordait au départ. Juste à ce moment-là, Doji trébuche, donnant au mort-vivant monstre la chance de se rapprocher de lui. Chansu essaie de l'atteindre mais la distance est tout simplement trop grande pour lui. Chansu essaie d'attirer l'attention du monstre en criant mais même cela ne fonctionne pas. Chansu balance sa faucille mais même cela s'avère inutile car la portée est courte. Soudain, le monstre meurt. Chansu est choqué car il sait que la faucille n'a pas atteint le monstre. C'est alors qu'il se rend compte que la compétence a peut-être été améliorée et que la portée de la compétence a augmenté. Chansu l'essaie en se tenant à distance et en balançant la faucille sur les monstres. D'un seul coup, il élimine plusieurs cibles et la fenêtre apparaît pour l'alerter de la nouvelle portée de la compétence. De plus, il obtient une nouvelle compétence, la décapitation de masse, et cela choque Chansu, mais il comprend que cela lui permettra de gérer plus de monstres. Chansu se lance dans un carnage, abattant plusieurs monstres, ce qui effraie Harry et Doji. Les deux retournent immédiatement vers la déesse qui est choquée de les voir revenir si tôt. Harry dit à la déesse que Chansu est peut-être devenu plus fort mais en même temps, obtenir la compétence de communication est aussi important. La déesse exhorte alors ses serviteurs à se calmer car elle n'a jamais accordé une telle compétence. Doji dit alors à la déesse que le nom de la nouvelle compétence est la décapitation de masse. Et ce nom choque lui-même la déesse. La peur s'insinua dans son corps alors qu'elle pensait à ça, parce que c'était la première fois qu'elle l'entendait. Même la déesse n'a aucune idée du type de personne qu'est Chansu à ce stade. Elle suppose qu'il est une faucheuse envoyée de l'enfer. Juste à ce moment-là, la déesse dit aux deux qu'elle a peut-être une idée de ce qui se passe. Doji entend cela et sa tête s'emballe, croyant que la déesse était vraiment celle qui a accordé la compétence à Chansu. Harry est obligé de gifler Doji pour être si stupide et écouter ce que la déesse a à dire avant de proposer ses idées stupides. Harry demande alors à la déesse ce qu'elle pense qu'il s'est passé, et la déesse répond que la compétence de l'apôtre a évolué. La déesse mentionne que la compétence de décapitation est une version modifiée de la compétence de récolte. Elle leur rappelle que la compétence évoluée permettait à l'utilisateur de s'engager dans une large gamme de récoltes. De la même manière que la déesse pense que la compétence de Chansu a évolué en décapitation de masse. Harry est surpris d'entendre cela et il mentionne que c'était quelque chose que seuls les apôtres de première année pouvaient faire. La déesse est d'accord, disant que c'est exactement pourquoi Chansu est assez effrayant. Cependant, la déesse pense qu'il est un type reconnaissant, ce qui rend les choses un peu meilleures. La déesse dit que Chansu pourrait grandir à un rythme exponentiel, mais c'est grâce à sa croissance qu'ils sont en sécurité dans une certaine mesure. La déesse dit alors qu'elle donnera à Chansu la compétence de communication une fois qu'il sera de retour. Quelques instants plus tard, Chansu revient, et la déesse donne avec enthousiasme à Chansu la chance de choisir entre deux nouvelles compétences, car il est interdit de définir le chemin d'un apôtre. Chansu regarde l'écran de statut pour voir qu'il a deux compétences parmi lesquelles il peut choisir, qui sont la promesse d'abondance et de communication. La déesse est confiante et assurée que Chansu va choisir la compétence de communication. La déesse a hâte de dire à Chansu de rester loin du danger, et aussi de le remercier pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Après avoir pris une minute pour réfléchir à ses choix, Chansu choisit la compétence de promesse d'abondance, choquant la déesse, qui s'y attendait le moins. Ça. Avant de prendre sa décision, Chansu avait regardé l'écran pendant un certain temps pour savoir quelle compétence fonctionnerait le mieux. Il a regardé la compétence de communication et a réalisé que c'était juste une compétence qui lui permettait de communiquer avec les plantes et les animaux. L'horreur d'entendre Harry et les autres crier sur lui chaque fois qu'ils sont en colère lui a fait réaliser qu'il allait avoir une vie infernale s'il choisit la compétence de communication.
Comme il y a un dicton qui dit que l'ignorance est une bénédiction, il décide que choisir la compétence de communication serait une mauvaise décision. C'est pourquoi il a opté pour la promesse d'abondance à la place, et au moment où il a choisi la compétence de promesse d'abondance, il s'est rendu compte que tout le monde était plutôt morose. Il a maintenant 2 compétences sur le tableau, mais tout comme avant, il n'y a pas de description pour la compétence. Chansu choisit alors une pomme avec l'intention de la donner à la déesse comme première offrande, mais à sa surprise, la déesse lui tourne le dos et elle se met à pleurer. Sur l'écran de statut, Chansu apprend que selon la façon dont il utilise sa compétence, les points reviendront en conséquence. Chansu se demande pourquoi la déesse rejette la pomme lui a donnée. Pour tenter de remonter le moral de tout le monde, il pince la joue de hamster, ce qui remonte le moral du hamster, un peu. Il frotte aussi le ventre de Doji pour le chatouiller, mais à sa surprise, les points ne reviennent pas. Juste au moment où il réfléchit à ce qui pourrait ne pas aller, Izujin arrive en courant, lui disant qu'il doit revendiquer le bloc et le défendre. Cela choque Chansu, le forçant à demander si quelqu'un prévoit de les attaquer. Izujin dit qu'il y a une possibilité de cela parce que la pomme de l'empereur a gagné beaucoup de popularité. À cause de cela, ils sont obligés de limiter l'achat de la pomme à une personne. Et même avec cela, plus de 5000 personnes ont déjà fait des réservations. Les chiffres choquent Chansu. Et Izujin ajoute que les personnes qui ont réservé disent qu'elles ne se soucient même pas de savoir quand la pomme arrivera, tant qu'ils l'obtiennent à un moment donné. Il est naturel que, en raison de la popularité de la pomme, il y aura des pillards qui commenceront à cibler les pommes et le bloc. Pour aggraver les choses, le bloc de Chansu est en dehors de la zone d'autorité, ce qui signifie qu'il n'y a aucune protection contre les crimes. Izujin souhaite qu'ils aient une sorte de soutien car cela aurait complètement changé la donne. Chansu y réfléchit profondément et se rend compte que le seul soutien qu'il a est la déesse. Chansu comprend que s'il perd, ce sera la fin pour la déesse et toute la région. Izujin lui dit que la première étape pour freiner cela est de revendiquer le bloc et d'installer une porte sécurisée. Chansu est d'accord avec cela, et il dit que capturer les blocs environnants pour mettre en place une base déguisée les mettra plus près d'Izujin. Izujin voit cela comme une très bonne idée car une fois qu'ils occuperont le bloc et construiront une porte, ils n'auront plus à faire face aux restrictions de mouvement. Chansu demande alors pourquoi les réservations ont augmenté de nulle part parce que ce n'est certainement pas normal. Izujin lui dit que le quartier devient fou à cause des effets de la pomme de l'empereur. Chansu est confus au sujet de l'ensemble, et Izujin mentionne qu'il y a eu des affirmations selon lesquelles la pomme est un remède pour tout. Cela choque Chansu, qui ne pense pas que la pomme soit même capable de tout ce qu'il prétende qu'elle fait. Même Izujin croit tout, mais Chansu n'y pense pas beaucoup parce que c'est juste. Pendant ce temps, un journaliste agaçant suit Rohan alors qu'il entre à l'hôpital et il a son appareil photo. Rohan rend visite à son ami Yinsu, qui est un grand alchimiste. Rohan dit à Yinsu qu'il a apporté un cadeau de convalescence pour lui, et le cadeau n'est rien d'autre qu'une boîte de pommes de l'empereur. Yinsu est surpris que Rohan ait apporté les pommes pour lui car il a aussi entendu les rumeurs. Yinsu prend une bouchée et explose de plaisir, disant que la nutrition et la saveur sont au maximum. Yinsu exprime son choc et commence à poser des questions sur la pomme, mais Rohan lui rappelle qu'il n'est pas un expert en cuisine. Pendant que Yinsu mange lentement les pommes, Rohan, qui les a apportées en cadeau, les grignote comme un fou. Yinsu regarde la pomme et dit qu'il n'y a aucun moyen d'obtenir ce niveau de perfection d'une pomme, même si l'on utilise de l'engrais. Yinsu crie d'horreur quand il se rend compte que son ami mange la pomme à côté de lui et Rohan le presse de manger plus vite. Yinsu déclare fièrement à Rohan qu'il s'en fiche car il peut facilement appeler le grand magasin Sunruan et simplement commander sa propre caisse de pommes. L'espoir de Yinsu est finalement anéanti lorsqu'il apprend qu'il a beau être une personne importante, cela ne signifie pas grand-chose car le magasin est déjà surchargé de réservations. Yinsu essaie de les convaincre de lui en vendre en offrant le triple du prix, mais même cela ne fonctionne pas. Pendant que les deux s'amusent, le journaliste est occupé à les prendre en photo. En un rien de temps, un article est publié, affirmant que c'est la pomme empereur qui a aidé Yinsu à sortir de l'hôpital. Ryu éclate de colère en voyant cela, car il lutte déjà contre d'innombrables rumeurs. Et l'article ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Ryu n'arrive pas à croire que tout le monde pense que la pomme est un remède miracle. De retour à Abondance, Yinsu dit à la déesse qu'il doit sortir un moment pour prendre le contrôle des blocs environnants. Yinsu dit à Doji et Hari qu'ils seront en charge de protéger la déesse. La déesse est choquée que Yinsu sorte pour revendiquer des territoires, et elle suppose que c'est parce qu'il vient d'obtenir une nouvelle compétence, qui n'est même pas une compétence de combat. La déesse lui attrape la jambe pour l'empêcher de partir car c'est dangereux, puis Chansu ne peut pas comprendre la déesse, il suppose qu'elle s'accroche à lui parce qu'elle a maintenant besoin de protéines. Chansu sourit en demandant si du bœuf leur conviendrait. Chansu se dirige avec enthousiasme vers la réserve pour prendre le bœuf congelé qu'il a commandé plus tôt. Chansu est excité parce que c'est pratiquement la première vraie viande qu'il a pu se procurer. De retour sur Terre, il ne se nourrissait que de viande de laboratoire. Chansu allume avec enthousiasme le réchaud et commence à griller la viande. Il admet que l'odeur est définitivement d'un autre niveau que la viande de culture qu'il a toujours mangée. Doji est déjà impatient de manger la viande, mais Chansu lui dit qu'elle est pour la déesse. Même Hari est déçu, car Doji vient de manger, et il est déjà impatient de se jeter sur la viande grillée. Pendant qu'il prépare la viande,
la déesse a l'air absolument furieuse, et Chansu croit qu'elle a juste faim. Quelques instants plus tard, il termine la viande et la tend à la déesse, mais à sa grande surprise, la déesse jette la viande appétissante. Cela choque Chansu, qui pense que la viande est. C'est pourquoi la déesse l'a jetée par terre. Chansu en prend un morceau pour goûter et voir si elle est, et il conclut qu'elle est douce. Cependant, il pense qu'il manque quelque chose parce qu'elle n'a pas l'effet de surprise de la première fois où il a mangé la pomme. Il suppose que c'est la raison pour laquelle la déesse n'a pas mangé non plus. À son insu, la déesse pleure pour qu'il ne parte pas. Mais malheureusement, il ne peut pas l'entendre car il a bêtement ignoré la compétence de communication. D'un autre côté, Harry et Doji font la fête parce que Chansu leur a dit qu'il allait rapporter de la viande délicieuse pour eux à son retour. Cette nuit-là, Chansu sort comme prévu. Et tandis qu'Harry et Doji dorment comme des souches, la déesse reste éveillée, totalement inquiète. Chansu arrive au bord du bloc, et le système lui demande s'il veut passer au suivant. Chansu accepte alors l'option, et il se retrouve dans le bloc suivant. Mais tout est d'un noir d'encre. Il utilise la lanterne pour y voir un peu, et il se rend compte qu'il est dans une jungle. Ce qui est complètement différent de l'endroit où il était avant. Soudain, une nuée de monstres volants fonce vers sa position, et comme ils sont trop petits, Chansu prend la fuite. Ils sont si petits qu'il ne peut même pas viser leur coup, et il comprend que retourner d'où il vient est sa meilleure option. Soudain, les monstres morts-vivants traversent depuis l'autre bloc. Chansu est choqué de les voir, mais avant qu'il puisse faire un geste violent, il se rend compte que les monstres sont de son côté. Comme il ne peut pas les entendre, il ne sait pas que les monstres morts-vivants sont prêts à le protéger d'autres monstres, car il croit être les seuls à avoir le droit de tuer Chansu. Pour s'assurer de pouvoir maintenir cela, ils sont prêts à le protéger. Les monstres morts-vivants se dirigent alors droit sur les insectes pour commencer à les exterminer, donnant à Chansu la chance de se replier dans son propre bloc. À ce moment-là, le système l'informe qu'il a gagné des points bonus en battant des monstres évolués. Cela choque Chansu car il gagne en fait des points grâce aux monstres que les monstres immortels ont vaincus. Chansu sourit calmement car il a en quelque sorte trouvé une mine d'or de points. Il se rend compte que cela change tout car il gagne des points, et ses clients augmentent également. Les monstres morts-vivants qu'il fuyait autrefois sont maintenant des bonus pour lui. De retour au grand magasin, Azejin se plaint du nombre d'appels et de commandes qu'ils ont reçus. Ryo avoue qu'ils ont laissé les rumeurs circuler pendant si longtemps, mais il ne pense pas qu'ils puissent laisser la situation dégénérer davantage. Pour enrayer tout le problème, il dit à Azejin que toute mention de la pomme empereur est strictement interdite. Il dit qu'il n'y aura plus de réponses aux demandes de renseignements ou aux interviews. Il suggère qu'ils accueillent toutes les questions avec silence et indifférence. Azejin pense que ce ne sera peut-être pas faisable car ce sera un chaos total. Ryo insiste, disant qu'ils ne peuvent plus dire un mot, même s'ils sont menacés. Au moment où il dit cela, une épée apparaît sur son cou, transformant sa plaisanterie en réalité. Une voix se fait entendre derrière, s'excusant de les avoir surpris. Ryo se retourne pour voir que la personne qui tenait une épée à son cou est le maître d'armes, Rohan. Ryo est paralysé par la peur et il demande à Rohan pourquoi il est venu au bureau. Rohan dit qu'il a déjà parlé au patron de Reiau, mais il ne lui a pas donné la réponse qu'il voulait. Cependant, il espère que Ryu sera plus coopératif. Rohan pose alors la grande question, demandant à Ryu qui est responsable de la culture de la pomme empereur. En plus de cela, il veut savoir où se trouve la dite personne. Ryu court immédiatement derrière Azejin, lui disant d'expliquer les choses à l'effrayant Rohan. Azejin est choqué que Ryu se cache derrière elle alors qu'il est son supérieur et devrait être celui qui explique les choses. Ryu dit frénétiquement à Azejin qu'il n'aurait jamais pensé que Rohan apporterait une vraie épée à une discussion civilisée. Azejin est finalement déçue et elle comprend enfin le dicton selon lequel les patrons sont des ordures. Bien qu'elle ait peur, Azejin ne se laisse pas faire, disant à Rohan que l'entreprise ne plaisante pas avec les informations de ses clients. Dès que Rohan entend cela, il sort son épée et les deux s'évanouissent presque de peur. Étonnamment, Rohan laisse tomber l'épée sur le sol au lieu de les déchiqueter avec. Rohan dit alors aux deux qu'il n'a pas besoin de car il va simplement trouver le fermier à l'instinct. Après avoir dit cela, il se retourne pour partir, choquant Ryu et Azejin. Azejin n'a aucune idée de ce qui se passe et demande à Ryu ce que le type voulait dire par. Ryu révèle que les maîtres d'armes ont généralement des instincts bien meilleurs que ceux d'une personne ordinaire. Il dit à Azejin qu'il a entendu dire un jour que Rohan avait résolu de nombreux problèmes dans le passé en utilisant uniquement son instinct. Azejin est époustouflé par cela, se demandant si ce que Rohan vient de dire est possible. 2 jours plus tard, Chansu attendait l'arrivée de Rohan car Azejin l'avait déjà prévenu. Il se demande pourquoi Rohan ne s'est pas présenté à sa porte après 2 jours. Soudain, il reçoit une notification indiquant que quelqu'un est entré dans le bloc. Sans aucun doute, il comprend que ce doit être Rohan. Il se tient près de la porte, s'attendant à le voir entrer d'une minute à l'autre. Mais à sa surprise, personne n'entre. Il suppose qu'il y a un bug dans le système puisque tous les visiteurs sont censés entrer par le portail. Il vérifie à nouveau le système et comprend que ce n'est pas un bug. Il décide de vérifier les environs au cas où, et soudain, il est frappé par une grande surprise.
Chansu regarde Rohan démolir une section de la barrière avec rien d'autre que son épée. La simple vue de Rohan lui donne des frissons dans le dos et Rohan s'approche lui demandant s'il est le cultivateur de pommes. Chansu essaie de cacher sa nervosité en accueillant du mieux qu'il peut. Rohan va droit au but, disant à Chansu qu'il est là pour acheter des pommes. Chansu est choqué par cette demande soudaine et lui demande combien de pommes il compte acheter. Rohan dit qu'il aimerait 100 pommes, mais s'il peut en avoir 200, ça ne le dérange pas. Cela choque Chansu et il crie à Rohan que ce qu'il vient de demander est pratiquement impossible. Chansu mentionne que la limite de pommes qu'il peut vendre est de 50. Sans discuter, que Rohan 50 pommes lui conviennent. Chansu lui demande alors quel prix il est prêt à offrir pour les pommes. Et Rohan répond 200 000 pièces d'or chacune. Cela choque Chansu, qui dit à Rohan qu'il n'offre pas d'emballage comme les magasins, mais Rohan s'en fiche complètement. Chansu lui demande aussi s'il est conscient de mentionner le prix du grand magasin et Rohan lui assure qu'il en est conscient. La somme d'argent que Rohan offre est si folle que Chansu pense déjà à lui en vendre plus. Chansu emmène alors Rohan au pommier et Rohan salive déjà à l'idée de la délicieuse pomme qu'il est sur le point de manger. Chansu s'approche de l'arbre et active la compétence bénédiction d'abondance. Sans tarder, plusieurs pommes apparaissent sur l'arbre et Chansu sort sa faucille, disant à Rohan de lui donner un instant pendant qu'il récolte les pommes. Cependant, Rohan lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il sort son épée et en quelques secondes, il coupe toutes les pommes, laissant Chansu dans un état d'horreur. Il ne veut pas en croire ses yeux et suppose simplement que ce qui vient de se passer n'est rien d'autre qu'un bug. Après avoir conclu l'affaire, Rohan envoie à Chansu l'argent convenu et l'assure qu'il reviendra la prochaine fois. Au moment où Rohan est sur le point de partir, Chansu l'arrête. Chansu se dit que Rohan pourrait lui être d'une grande aide concernant le nouveau bloc. Chansu demande alors à Rohan s'il est intéressé par d'autres cultures car il vient de les faire pousser et il est presque sûr que Rohan va adorer. D'un air impassible, Rohan lui demande de quel type de culture il parle et Chansu répond des pommes de terre. Il n'a même pas fini de dire cela que Rohan dit qu'il n'est pas intéressé. Chansu insiste, disant qu'il a des patates douces et des haricots, mais la réponse de Rohan reste la même. Après avoir refusé toutes ses demandes, Rohan dit qu'il va partir. Réalisant que Rohan est essentiel à son plan, Chansu fait un geste désespéré pour dire à Rohan qu'il va lui donner plus de pommes que ce sur quoi il s'était mis d'accord. Chansu sent que Rohan n'est pas une mauvaise personne, même s'il semble étrange et sauvage. Chansu dit alors à Rohan qu'il doit prendre le contrôle d'un autre bloc s'il veut continuer à fournir régulièrement des pommes. Pour ce faire, il dit à Rohan qu'il va avoir besoin de son aide et en retour, il le paiera avec des pommes. Chansu se demande si son plan fonctionnera. Quand Rohan s'approche de lui disant qu'il accepte l'offre. Sans perdre Rohan se dirige vers le nouveau bloc avec Chansu qui court derrière lui juste pour le suivre. Chansu est surpris que Rohan se dirige immédiatement vers le bloc et il commence à se demander à quel point ce type peut être fort. Chansu remarque que le sol est humide d'un liquide étrange qui est très différent de son propre bloc. Chansu regarde ses chaussures sales quand un monstre apparaît derrière lui. Avant que le monstre ne puisse faire de lui son repas, Rohan l'écarte, lui disant de rester derrière lui parce que traîner dans les parages est dangereux. Chansu n'arrive pas à croire que Rohan utilise le mot dangereux alors que c'est lui le plus dangereux. Chansu est surpris d'avoir failli être mangé par un monstre déguisé en plante. Chansu dit alors à Rohan qu'il n'a pas besoin d'en faire trop, puisqu'il sera celui qui gérera le bloc à la fin. Chansu veut se débarrasser des monstres par lui-même. Il active la décapitation et commence à abattre les monstres comme s'il n'était rien. Une fois qu'il a terminé, il active la bénédiction d'abondance. Pendant ce temps, Uzujin est entrée dans le bloc et elle se déplace quand elle entend Chansu l'appeler. Elle baisse les yeux pour voir Chansu. Avec un grand sourire, mais le sourire disparaît quand elle voit Rohan avec Chansu en train de travailler sur une plante. Uzujin se précipite pour demander à Chansu ce qui se passe, et Chansu dit que comme il prévoit de s'attaquer aux blocs environnants, il a décidé de prendre pied dans la zone. Uzujin lui crie qu'elle se fiche de ce qu'il fait, mais qu'elle est plus intéressée par la raison pour laquelle Rohan est avec lui. Chansu lui explique alors sa situation actuelle. Apparemment, quand ils sont arrivés pour la première fois sur cette terre, Rohan dit à Chansu qu'il aimerait goûter les pommes cultivées sur la nouvelle terre. Chansu dit nerveusement à Rohan qu'il n'y a pas de terre là-bas car tout est rempli de flaques. Dès que Rohan entend cela, il sort son épée et la balance très fort pour dégager une grande partie du terrain. Il dégage l'herbe, la transformant en un espace où Chansu peut planter des graines. Chansu est saisi de choc en voyant cela, et il ne perd pas de temps à planter la graine. Il a ensuite lancé la bénédiction d'abondance dessus, et c'est ce qu'il faisait quand Uzujin est arrivé. La graine que Chansu vient de planter est devenue un grand pommier aux feuilles brillantes. Uzujin est surprise, mais elle mentionne que la pomme a une odeur vraiment étrange, et Chansu est d'accord avec elle. Il dit que c'est à cause de l'environnement. Apparemment, les pommes ont un arôme et saveur double, et selon le point d'infusion, le goût change. Chansu avoue alors qu'il est encore en train d'expérimenter avec. Chansu cueille une des pommes et l'attend à Uzujin, lui demandant si elle veut y goûter, mais la fille refuse, disant qu'elle passe son tour.
Uzujin repère alors les monstres végétaux au sol, et elle les appelle des queues d'autruche. Chansu est surpris car c'est la première fois qu'il en entend parler. En gros, le monstre apprécie les habitudes d'une autruche, et on dit qu'il n'est actif que la nuit. Ce qui le rend extrêmement difficile à attraper. Uzujin examine le monstre et avoue que les conditions semblent excellentes. Il prélève un peu de son sang dans un tube à essai et demande à Chansu si c'est lui qui a chassé les queues d'autruche. Chansu répond que c'est bien lui, assurant à Uzujin que Rohan n'était pas impliqué. Chansu demande à Uzujin s'il y a un problème, et Uzujin l'attrape soudainement, lui demandant s'il est prêt à les vendre. Apparemment, les queues d'autruche sont réputées se vendre à un prix élevé. Effrayé par la femme aux allures de zombie, Chansu accepte de les vendre. Uzujin lève la main au ciel, célébrant comme si elle venait de gagner à la loterie. Uzujin regarde Chansu comme s'il était le plus bel homme de la planète. Uzujin n'arrive pas à comprendre le fait que Chansu soit doué à la fois pour l'agriculture et le combat. En plus de cela, il a même un maître épéiste à ses côtés. Uzujin ne peut cacher le fait que rencontrer Chansu est une bénédiction pour elle. Uzujin rêve à plusieurs produits qu'elle pourrait encore avoir l'occasion de vendre. Quand Chansu l'appelle, Uzujin est furieuse qu'il ait gâché son imagination et elle lui demande s'il veut quelque chose d'elle. Chansu lui rappelle qu'il a commandé certaines choses, et Uzujin regarde dans le sac pour commencer à sortir toutes les choses que Chansu a commandées, comme des graines de plantes antiparasitaires. Elle a aussi un kit de construction de bâtiments. En un rien de temps, Chansu construit une maison portable pour les aventuriers, et il plante également les graines répulsives dans la zone. Cela laisse Uzujin sous le choc, car elle ne savait pas que Chansu avait aussi la capacité de faire pousser des plantes en peu de temps. Uzujin continue de se demander quel genre de personne est Chansu. Peu de temps après, il achète le nouveau bloc, laissant la déesse et son serviteur se réjouir comme des bébés. Chansu est aussi heureux parce qu'il est enfin devenu propriétaire terrien. Apparemment, un seul bloc se compose généralement de 100 unités de propriété, et une fois que toutes sont acquises, la faction en prend possession. Chansu est exceptionnellement heureux parce que il pouvait à peine acquérir une seule pièce. De plus, l'achat du terrain s'accompagne de nombreuses nouvelles fonctionnalités, et la plus importante est la fonction d'assignation commerciale du bloc. Chansu reçoit une astuce du système, lui disant que les traits assignables à un bloc dépendent du dieu des apôtres ou de la nature du bloc. Chansu est heureux de l'entendre, car cette fonctionnalité correspond parfaitement à la nature de la déesse. Le système lui demande de choisir un trait à assigner au bloc, et ses options sont la croissance et la mort. Comme la croissance sonne mieux que la mort, il pense choisir la croissance. De plus, il croit que cela aidera aussi à la croissance de la déesse. Chansu applique le trait de croissance, mais les choses ne semblent pas entièrement différentes de ce qu'elles étaient. Chansu conclut qu'il n'y a pas de différence notable parce que c'est encore au stade. Il consulte la fenêtre de statut pour voir que le trait de croissance affecte pratiquement tout. Chansu sourit jusqu'à ce qu'il réalise qu'il y a une option pour la croissance des monstres générés. Chansu s'évanouit presque de peur en voyant cela. Cela signifie essentiellement que le trait a ses bons et ses mauvais côtés. L'un des mauvais côtés est que les monstres morts-vivants en ont également profité. Même s'ils ont grandi, Chansu est soulagé qu'ils soient toujours gérables. Chansu part comme d'habitude pour affronter des monstres et les abat facilement, comme d'habitude. Il est content, car des monstres morts-vivants plus forts signifient aussi plus de points pour lui. Soudain, Rohan apparaît derrière lui, le surprenant car il n'avait même pas senti sa présence. Chansu comprend que Rohan est venu le voir parce que ses pommes sont déjà finies. Rohan se demande ce que Chansu veut dire par déjà, et Chansu lui rappelle que cela ne fait même pas une semaine qu'il a eu le dernier lot. Chansu conclut que Rohan va finir par mourir à force de manger trop de pommes. Chansu lui demande alors de combien de pommes il a besoin, et il répond qu'il en veut 120, mais que s'il peut en avoir plus, ça ne le dérange pas. Chansu dit alors à Rohan qu'il devra ajuster la saveur en raison du changement d'environnement. Il dit que Rohan en goûtera une gratuitement. À l'insu de Chansu, la déesse et ses serviteurs sont rassemblés sous le pommier. Il est choqué en arrivant de les trouver en train de jouer. Le groupe s'enfonce presque dans le sol quand ils aperçoivent Rohan, car il a l'air assez dangereux. Soudain, Rohan brandit son épée et Chansu croit qu'il vise le groupe. Il plonge pour les protéger, mais finalement, Rohan visait juste les pommes. Chansu pense que Rohan n'a pas senti la présence de la déesse, puisqu'il les a appelés des familiers. À ce moment, Rohan dit qu'il peut sentir le trait de croissance sur le bloc, et à cause de cela, il aimerait rester pour s'entraîner, mais il assure à Chansu qu'il va payer. Chansu intéressé quand il entend que Rohan est prêt à payer et il lui demande combien il propose. Rohan sourit en lui disant la somme d'argent qu'il est prêt à débourser. Cela envoie Chansu dans un état d'extase et il serre immédiatement la main de Rohan, l'accueillant comme son estimé client. Rohan lui demande s'il pense que sa demande est possible, et Chansu dit oui. Cependant, il veut savoir si l'environnement ne sera pas déchiré en deux, et Rohan lui assure que non. Chansu demande aussi si des choses vont soudainement exploser de nulle part, mais Rohan lui assure qu'il n'a rien à craindre. Chansu dit alors à Rohan qu'il n'a pas le pouvoir de fabriquer des monstres, car il n'a même pas beaucoup de points à revendre.
Rohan lui fait savoir qu'il n'a pas besoin de son aide pour s'occuper des monstres, car tout ce dont il a besoin est un espace dans un coin. Shansu est surpris d'entendre que c'est tout ce dont Rohan a besoin. Shansu n'y voit aucun inconvénient, mais il dit à Rohan qu'il y a quelque chose d'autre qu'il veut en dehors de l'argent. Shansu ouvre son cœur, disant qu'il aimerait que soit son garde. Comme le monde dans lequel ils vivent est sujet au danger à tout moment, Shansu pense qu'il serait préférable que Rohan le protège. Après tout, Rohan est l'un des meilleurs épéistes qui existent. Rohan répond qu'il considérera l'offre de Shansu s'il peut améliorer l'effet de croissance. Shansu est heureux de l'entendre et assure à Rohan qu'il va améliorer le taux de croissance de 50 000 points chaque jour. De plus, il est prêt à fournir 10 pommes par jour. Rohan est plus préoccupé par les pommes et demande si elles peuvent être achetées séparément. Shansu l'assure alors qu'il n'a pas à s'inquiéter pour les pommes. Pendant ce temps, Doji et les autres tremblent de peur car il semble que Rohan va maintenant rester avec eux. D'un autre côté, Shansu pense que les familiers seront heureux d'avoir un maître épéiste pour les protéger. Shansu se retourne pour voir une réaction différente du groupe. Rohan le voit aussi, mais Shansu ment en disant que le groupe est seulement timide parce qu'il est nouveau. Shansu essaie de les amener à se familiariser avec Rohan, mais le groupe s'enfuit à la place. Shansu n'en croit pas ses yeux. Mais il dépasse ce moment embarrassant pour faire sa première demande à Rohan. Plus tard, les deux inspectent l'autre bloc quand Rohan sent quelque chose derrière les buissons. Il s'approche pour vérifier et trouve un chat couché là. Shansu est surpris car il ne s'attendait pas à trouver d'autres animaux comme Amstal dans la région. Vu à quel point le chat a l'air détendu, Shansu pense qu'il n'est pas dangereux, et avant que Rohan puisse l'arrêter, Shansu s'approche du chat pour le caresser. Le chat se réveille en voyant un visage laid au-dessus de lui et s'enfuit en sautant comme s'il venait de voir un fantôme. Le chat siffle sur Shansu, ce qui lui donne presque des frissons dans le dos. La fenêtre de statue informe alors Shansu que le chat est en réalité l'apôtre de la négation, et qu'il a déclaré la guerre à son bloc. Shansu est choqué que l'apôtre lui ait déclaré la guerre, juste parce qu'il l'a un peu caressé. Les larmes aux yeux, il demande à Rohan si le chat est l'apôtre de la négation parce qu'il lui a déclaré la guerre. Mais Rohan pense que le type dit n'importe quoi. Shansu soupçonne que le chat est en colère parce qu'il a été touché sans permission. Shansu marche vers le chat pour tenter de régler leurs différends, tout en se demandant pourquoi il doit se battre contre un petit chat. À ce moment, Rohan le choque en lui disant qu'il ne se battra pas contre le chat. Rohan dit que les apôtres qu'il affrontera apparaîtront très bientôt à la frontière du bloc. Étonnamment, Rohan dit qu'ils seront humains. Shansu est choqué de l'entendre car il lui était facile de tuer des monstres, mais les humains sont une autre histoire. Comme si Rohan savait ce qu'il pense, il lui dit qu'il est libre de tuer les adeptes de la négation. Rohan fait savoir à Shansu qu'ils ont l'option de ressusciter au temple. Shansu est choqué de l'entendre, et il demande à Rohan s'il parle d'un point de sauvegarde, et Rohan dit oui. Shansu considère cela comme un avantage injuste car lui et son groupe n'ont pas le luxe d'avoir une seconde chance s'ils échouent. Les apôtres de la négation, d'un autre côté, peuvent se connecter imprudemment sans subir les conséquences qui en découlent. Shansu est excité pour la bataille, puisqu'il est désavantagé, et il demande à Rohan s'il va l'aider dans la bataille à venir. Rohan répond qu'il est prêt à aider s'il le peut. Comme prévu, un groupe de monstres fidèles à la négation et d'apôtres humains apparaît dans le bloc. L'un d'eux mégaphone à la main, et il fait une annonce bruyante demandant à Shansu de se montrer. Au quartier général de l'alchimie, Azujin a pris la sève de queue d'autruche pour l'examiner. Elle pense à quel point Shansu est impressionnant. Elle croit que Shansu est aussi fort grâce à un artefact. Apparemment, un artefact est un objet divin créé pour ceux qui sont proches d'un dieu. Parfois, il est formé à partir des restes d'un dieu mort, ce qui accorde à l'utilisateur la possibilité d'utiliser le pouvoir du dieu. Après y avoir réfléchi, Azujin ne pense pas que Shansu utilise un artefact, car ils sont difficiles à utiliser à moins qu'ils ne correspondent à la nature de la déité. Azujin réfléchit aux possibilités futures quand Insu se précipite dans la pièce. Azujin est choqué et encore plus choqué quand Insu commence à marcher vers elle. Insu a la sève de queue d'autruche avec lui et il hurle sur Azujin en lui demandant d'où vient cette sève. La question choque Azujin, mais sans aucun doute, elle sait que quelque chose de fou est sur le point de se reproduire. De retour au bloc de Shansu, les apôtres l'exhortent à sortir avant qu'il ne se lasse de le chercher. À leur insu, Shansu et Rohan se cachent dans les buissons voisins. Shansu se demande pourquoi ces types agissent de manière imprudente, et il demande à Rohan s'il pense que c'est parce qu'ils peuvent ressusciter même s'ils meurent. Rohan le confirme, disant qu'ils agissent probablement ainsi en raison de la possibilité d'être ressuscités. Même s'ils ont peu de temps pour affronter les ennemis, Shansu est soulagé d'avoir Rohan à ses côtés. Il met essentiellement toute sa confiance en Rohan. À ce moment, Shansu sort de sa cachette, tenant sa faucille. L'apôtre regarde Shansu comme s'il était une sorte de mauviette et lui dit de lui apporter des pommes. Un autre type se moque de Shansu, lui disant qu'il est en infériorité numérique et qu'il n'a aucune chance contre eux. Cependant, l'équipe commence à devenir nerveuse, car il ne voit Shansu rien faire, ce qui est assez étrange. Après quelques minutes de silence, Shansu prend enfin la parole, disant à l'apôtre qu'il n'est qu'une ordure et qu'il ne vaut pas la peine de s'en soucier. Shansu est confiant, car il a un maître épéiste qui le soutient,
et avant que les types de la négation aient la chance de faire quelque chose de fou, Rohan se serait occupé d'eux. L'apôtre est furieux de cela, et il donne à Changsu une dernière chance de livrer les pommes empereurs. Changsu rétorque, lui disant d'aller au grand magasin s'il veut vraiment manger des pommes. L'apôtre est submergé par la rage à cause de la grande gueule de Changsu, et il lui demande s'il peut assumer les conséquences de son arrogance. Changsu brise encore plus l'ego du type en lui disant d'aller poser à sa mère toutes les questions stupides qu'il lui pose. Les mots de Changsu frappent le type là où il faut, et il dit avec colère à ses subordonnés de tuer Changsu. Au bureau de l'alchimie, Insu harcèle Ozujin pour savoir où elle a eu la sève. Ozujin a envie de le lui dire, mais elle mentionne que les informations des clients sont confidentielles. Insu lui dit alors qu'il a seulement demandé à cause des frais de main-d'œuvre. Insu avoue que la sève de queue d'autruche Ozujin a apporté à un pourcentage de pureté plus élevé que les sèves ordinaires, dont il est toujours difficile de maintenir le niveau de pureté. Insu sort une feuille de contrat et l'attend à Ozujin, lui demandant si elle peut continuer à leur fournir la sève. Ozujin répond qu'elle devra peut-être d'abord demander au cultivateur, et Insu suggère qu'il signe un contrat provisoire. Insu est heureux de l'entendre, et il fait savoir à Ozujin que quiconque est responsable de la sève sera toujours le bienvenu au département d'alchimie. Retour à l'impasse entre Changsu et la négation de Ozu, l'apôtre principal remarque que Changsu est plutôt calme pour quelqu'un en infériorité numérique. Il se demande pourquoi Changsu est si confiant, et d'un autre côté, Changsu réfléchit à la façon dont il va abattre les squelettes qui s'approchent de lui. Alors que les squelettes se précipitent vers lui, Changsu active la compétence masticapitation, et il anéantit toute l'équipe de squelettes d'un seul coup. L'apôtre est surpris de voir ses subordonnés voler dans les airs comme s'ils étaient des plumes. Changsu en rajoute une couche en disant à l'apôtre que ses subordonnés sont plutôt faibles. Changsu se tient au-dessus des os, demandant à l'apôtre s'il est prêt à se rendre. Cependant, l'apôtre n'est pas sur le point de perdre contre un simple fermier. L'apôtre sort un orbe, et en utilisant l'orbe, il invoque un monstre géant appelé Héraclès. Héraclès a l'air absolument terrifiant avec une tête de lion attachée à son épaule gauche. Au lieu de s'enfuir de peur, Changsu trouve encore le moyen de se moquer de l'apôtre, en lui disant qu'il est très mauvais pour donner des noms. L'apôtre se moque de Changsu, lui disant qu'il est sur le point de regretter ses actions car Héraclès est une arme qui vaut beaucoup d'argent. L'apôtre ordonne alors à Héraclès de s'en prendre à Changsu. Héraclès lance son poing géant, mais il l'esquive facilement. Avant qu'Héraclès ne puisse faire un autre mouvement, Changsu balance sa faucille sur lui et l'envoie au ciel d'un seul coup. Héraclès s'écrase au sol, choquant l'apôtre, qui se vantait déjà de la force d'Héraclès. L'apôtre crie de douleur, disant qu'Héraclès est un monstre qui l'assemble depuis ces 10 dernières années, et que Changsu l'a abattu, comme si de rien n'était. L'apôtre se tourne alors vers sa subordonnée, Soyez, une apôtre de 4e génération, pour la réprimander de ne pas avoir rejoint le combat. Soyez rappelle au type que c'est lui qui s'est attaqué à Changsu avec confiance, et elle ne voit aucune raison pour laquelle il devrait se plaindre après s'être fait battre par un fermier. Soyez dit au type qu'elle est prête à se salir les mains, mais qu'elle demandera des frais supplémentaires. Après tout, son rôle était de montrer le chemin, et rien d'autre. Changsu sourit et est excité par toute cette histoire. Jusqu'à ce que Soyez tourne son regard vers lui et que ses yeux deviennent rouges. C'est alors qu'une information parvient à Changsu, lui disant que Soyez utilise la compétence appelée « négation de la vie », qui jette une malédiction sur la cible. Le système ne mâche pas ses mots sur la dangerosité de la compétence, et avant que Changsu ne s'en rende compte, il est tombé sous l'emprise de la compétence de Soyez. Le type agaçant commence à rire quand il réalise que Changsu est tombé dans le piège de Soyez. Il dit à Changsu qu'il est sur le point d'assister à ce qui se passe quand quelqu'un croise la négation. Soyez crie sur lui disant de ne pas oublier la vraie raison pour laquelle ils sont venus. Le type se met rapidement en route pour essayer de trouver le pommier, mais il promet de se venger plus tard pour sa création brisée. Alors qu'il court à travers les bois, il peut sentir l'odeur des pommes dans l'air, et il se dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'y arrive. Soudain, il remarque un faible mouvement derrière lui, mais quand il se retourne, il ne voit personne. Il est confus, ne sachant pas où se trouve la personne. Soudain, Rohan apparaît au-dessus de lui, et comme Rohan est un maître épéiste populaire, le type le reconnaît. Cependant, cela ne l'aide pas beaucoup car Rohan là-bas. Pendant ce temps, Changsu ouvre soudainement les yeux et se retrouve sur Terre. La dernière chose dont il se souvenait était de combattre la négation, mais il était soudainement apparu ailleurs. Il réalise que les choses semblent totalement différentes de ce qu'il connaît. À ce moment-là, il entend ses parents l'appeler, par derrière. Il se retourne pour voir que ses parents sont bien là, et son visage s'illumine de joie alors qu'il se précipite vers eux. Il saute dans leurs bras et les serre fort, tandis que des larmes coulent sur son visage. Changsu crie fort, demandant aux deux où ils ont été jusqu'à présent, et il les supplie de ne plus jamais partir. Soudain, sa plus grande peur commence à se manifester devant lui à nouveau. Ses parents le repoussent et s'éloignent alors qu'il crie, les suppliant de ne pas partir. Changsu hurle de douleur, mais soudain, Rohan le tire du rêve étrange qu'il est en train de faire. Il lui dit qu'il est victime du piège de Soja, et que ce qu'il a vu n'était pas réel.
Rohan avait frappé Soja au bras en essayant de sauver Chansu, et elle n'arrivait pas à croire que Rohan était dans un endroit comme celui-ci. Soja s'effondre sur ses genoux, et Chansu se dirige avec colère vers elle avec sa faucille, prêt à la punir de l'avoir fait pleurer. Cependant, Rohan arrive avant lui et il l'abat. Soja est enseveli par l'eau marécageuse, et Rohan s'excuse de s'être mêlé de ceux qui ne le regardaient pas. Cependant, Chansu n'est pas énervé par cela. Au contraire, il est même reconnaissant. Chansu suggère alors qu'il retourne à la base en attendant de revenir pour nettoyer le désordre. Rohan lui demande quel est son plan pour l'avenir, et il révèle que son plan est de devenir la force la plus puissante du monde. Cependant, la première chose qu'ils vont faire est de prendre le contrôle de tous les blocs environnants. Il demande à Rohan s'il peut continuer à l'aider pour cela. Et Rohan l'assure qu'il n'a aucune raison de refuser tant qu'il le paie avec des pommes. Chansu assure alors à Rohan qu'il le paiera avec autant de pommes qu'il le souhaite. Alors qu'il retourne à la base, il tombe à nouveau sur le chat noir. Et Chansu demande à Rohan ce qu'il en est de ce chat. Rohan lui dit nonchalamment que le chat est l'une des 7 calamités, un prédateur territorial. Cela choque Chansu car il pensait que était un chat amical ordinaire, et il réalise qu'il aurait pu se faire tuer sans le savoir. D'un autre côté, le soldat de la négation se retrouve enfermé dans une cellule pour avoir perdu la bataille contre Chansu. Le système lui dit qu'une pénalité de surcharge a été appliquée en raison de la différence extrême entre sa faction et la faction de bas niveau de Chansu. Il doit payer 1 million de pièces d'or en guise de punition, et cela choque le type car il ne pense pas que la différence de puissance soit juste. Il refuse de payer l'argent, affirmant qu'il y avait un maître épéiste qui soutenait Chansu. Le système reconnaît alors le refus du type de payer comme une incapacité à rembourser la dette requise et qu'il serait transféré à la négation. Le type voit cela, et il panique, exhortant le système à revenir car il est maintenant prêt à payer. À ce moment-là, il est traîné hors de sa cellule par les monstres morts-vivants, et pour aggraver sa situation, une apôtre effrayante de la négation. Donna apparaît. Elle dit au type d'expliquer soigneusement ce qui s'est passé s'il ne veut pas subir un sort pire que la mort. Le type dit à Donna qu'il a trouvé le site de culture de la pomme de l'empereur. Donna croit que le type ment pour sauver sa peau, mais il le jure, disant que Rohan était celui qui a perturbé ses plans. Donna ne veut toujours pas y croire car elle est bien consciente que les réparations n'auraient pas été si élevées si Rohan s'était battu aux côtés de Chansu. Le type continue de dire à Donna qu'il dit la vérité. Il mentionne que Soi a été vaincu aussi, et cela surprend Donna. Donna se lève alors de l'endroit où elle est assise et se dirige vers le type. Le type perd presque son petit ego viril alors que la dame effrayante s'approche de lui. Donna dit alors au type qu'ils ne peuvent pas tenir Soi pour responsable, ce qui signifie qu'il sera celui qui subira les conséquences de leur échec. Donna sourit calmement en disant au type qu'elle a une proposition. Elle attrape la tête du type et le place sous un contrat qui fera de lui un prisonnier jusqu'à ce qu'il accomplisse ses volontés. Elle dit au type de se rendre sur le site de culture et de commencer à y travailler. Le type soutient que c'est impossible, mais Donna menace de le transformer en mort-vivant s'il ne coopère pas. Elle lui fait savoir que la seule façon pour lui de se sortir de ce pétrin est de trouver un moyen d'infiltrer et de créer le site de culture de pommes. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez partie suivante dans la section des commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne, activez la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé.